2 millions de francs CFA sur la table, et une déclaration qui glace tout un pays. 2 millions de francs CFA. C'est la somme annoncée. Une récompense. Une sorte d'appel à l'aide transformée en campagne publique. Mais ce qui choque encore plus que l'argent, c'est le message derrière. Une jeune femme, connue sous le nom de Brenda Biya, affirme être en détresse depuis l'Europe. Elle parle de persécutions, de menaces, de souffrances psychologiques, de peurs constantes. Elle évoque même des choses extrêmement graves dans ses publications, des propos qui ont immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Et dans un pays comme le Cameroun, où chaque mot lié au pouvoir, à la famille présidentielle ou à la justice devient immédiatement explosif, cette sortie ne pouvait pas passer inaperçue. Mais ce n'est pas tout. Car entre les déclarations, les réactions, les doutes et les interprétations, une question dérange tout le monde. Qu'est-ce qui est réellement en train de se passer? Est-ce une crise personnelle exposée publiquement? Une alerte émotionnelle? Une stratégie de communication? Ou un mélange complexe de tout cela à la fois? Et surtout, pourquoi maintenant? La suite de cette histoire est encore plus troublante qu'elle n'en a l'air. Et avant d'aller plus loin, abonnez-vous dès maintenant à Emma Décrypte pour ne rien rater des analyses qui vont au-delà des apparences. Partie 1. Les faits, ce qui a été publiquement dit. Pour comprendre cette affaire, il faut revenir calmement aux éléments visibles, sans interprétation excessive. Brenda Biya, également connue dans le milieu artistique sous le nom de King Nasty, a publié plusieurs contenus sur les réseaux sociaux où elle affirme vivre une situation extrêmement difficile depuis son séjour en Europe. Dans ses publications, elle évoque notamment un sentiment de persécution, une détresse psychologique importante, des accusations de menaces et de surveillance, une peur constante de son environnement, et une impression de ne pas être en sécurité. Mais ce n'est pas tout. Elle annonce également une initiative très particulière. Une récompense financière de 2 millions de francs CFA destinée à toute personne qui soutiendrait activement une campagne qu'elle appelle « Justice pour Brenda ». Dans ses déclarations publiques, elle affirme aussi se sentir isolée et incomprise, et explique que sa situation serait liée à son identité et à des tensions qu'elle perçoit comme persistantes depuis plusieurs années. Elle fait également référence à des événements passés, à des souvenirs, et à une expérience personnelle qu'elle décrit comme douloureuse. Cependant, il est important de rappeler un point essentiel. À ce stade, il s'agit de déclarations personnelles publiées sur les réseaux sociaux, et non de faits judiciairement établis ou confirmés par des institutions officielles. Mais ce n'est pas tout. Car ce qui attire encore plus l'attention, ce sont les réactions que ces propos ont immédiatement déclenchées. Partie 2. Ce qui attire l'attention. Une sortie qui divise et interroge. Dès la publication de ces contenus, les réactions ont été immédiates, massives et profondément divisées. D'un côté, certains internautes expriment de la compassion. Ils parlent de détresse psychologique, de besoin d'écoute et de solitude émotionnelle amplifiée par la notoriété. De l'autre côté, certains s'interrogent sur la forme du message. Les propos sont jugés confus par certains, très émotionnels par d'autres, et parfois difficiles à interpréter de manière linéaire. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que dans ce genre d'affaires publiques, ce n'est pas seulement le contenu du message qui choque. C'est aussi le contexte, le timing et la personne qui parle. Dans les commentaires, une tension apparaît. Certains demandent de la prudence dans les interprétations. D'autres estiment qu'il s'agit d'un appel à l'aide qui doit être pris au sérieux. D'autres encore parlent de stratégie de communication maladroite. Mais ce n'est pas tout. Un autre élément alimente encore plus le débat. Le lien entre vie privée, exposition publique et statut familial. Dans l'imaginaire collectif camerounais, certaines figures ne sont jamais perçues de manière totalement individuelle. Elles sont toujours liées à un contexte plus large, à une histoire, à une symbolique. Et c'est exactement ce qui se produit ici. Et avant de continuer, abonnez-vous à Emma Décrypte, parce que ce que vous allez comprendre maintenant change complètement la lecture de cette affaire. Partie 3. Le décryptage. Derrière les mots, les enjeux réels et les interprétations multiples. C'est ici que l'histoire change complètement de dimension. Parce que jusqu'ici, on a vu des faits publics, des réactions émotionnelles, des commentaires en cascade. Mais maintenant, on entre dans la zone la plus délicate. Celle des interprétations. Celle des lectures multiples. Celle où chacun essaie de comprendre ce qui se cache derrière les mots. Et c'est là que tout devient intéressant. 1. Entre émotions brutes et discours public. Une frontière très floue. Dans cette affaire, ce qui frappe immédiatement les analystes, c'est la nature du discours. Un discours très émotionnel, très chargé, parfois fragmenté, avec des images fortes, des expressions extrêmes, et une intensité qui dépasse le cadre habituel des communications publiques. Et déjà, certains observateurs disent
On n'est plus dans une communication classique. On est dans une expression de ressenti profond. Mais attention, d'autres ajoutent immédiatement. Il faut faire la différence entre le vécu personnel et la lecture publique d'un vécu personnel. Et c'est là que le Cameroun entre en scène dans toute sa complexité. Parce que chez nous, dès qu'un discours est émotionnel, il devient automatiquement un débat national. Un peu comme si tout le monde avait reçu une invitation pour commenter une histoire dont personne ne maîtrise totalement les coulisses. Mais ce n'est pas tout. 2. Les réseaux sociaux. Amplificateurs ou déformateurs. Selon plusieurs analystes des médias numériques, les réseaux sociaux jouent aujourd'hui un rôle central dans ce type d'affaires. Ils peuvent être un espace d'expression, un espace de soutien, un espace de mobilisation, mais aussi un espace d'amplification, un espace de confusion, un espace d'interprétation excessive. Et c'est là que la situation devient délicate. Parce qu'un message personnel, une émotion brute, une frustration exprimée, peut être découpé, partagé, commenté, remixé, interprété sous plusieurs angles. Et au final, le message original n'est plus exactement le message perçu. Et dans le contexte camerounais, on connaît bien ce phénomène. Un simple statut WhatsApp peut devenir une analyse politique, une théorie sociale, une enquête improvisée, et parfois même une vérité absolue dans certains groupes. Mais ce n'est pas tout. 3. Les enjeux symboliques, quand le nom compte autant que le message. Dans certaines lectures, ce type d'affaire ne peut jamais être totalement séparé du contexte symbolique. Et ici, il faut être très prudent. Selon certaines analyses médiatiques, lorsqu'une personnalité publique est associée à un environnement institutionnel ou à une figure connue, le traitement public change automatiquement de niveau. Pas forcément sur le fond, mais sur la perception. Et c'est là que les Camerounais deviennent, très créatifs dans les interprétations. Dans les quartiers, on entend parfois des réflexions du genre. Quand c'est une personne ordinaire, on dit que c'est une histoire privée. Mais quand c'est quelqu'un de connu, ça devient une affaire nationale. Et ce type de réflexion circule vite. Très vite même. Mais ce n'est pas une accusation. C'est une observation sociale. Parce qu'au Cameroun, la perception est souvent aussi importante que le fait lui-même. Et c'est ce qui rend ce genre d'affaires particulièrement sensible. 4. La dimension psychologique, un aspect souvent sous-estimé. Un autre niveau d'analyse, souvent évoqué par des spécialistes des comportements numériques, concerne la santé mentale dans l'espace public. Sans entrer dans des conclusions médicales, car ce n'est pas le rôle de ce décryptage, certains experts rappellent que les réseaux sociaux peuvent amplifier les émotions. La solitude peut accentuer l'expression publique. La pression médiatique peut créer des discours très intenses. Et l'exposition permanente peut brouiller la perception du réel. Et dans ce contexte, certains analystes estiment que les publications très émotionnelles doivent être lues avec prudence, sans interprétation excessive ni conclusion hâtive. Mais ce n'est pas tout. Parce que dans le débat camerounais, ce type d'analyse est souvent immédiatement confronté à une autre lecture. Oui, mais Internet aussi peut cacher des réalités qu'on ne voit pas. Et voilà, encore une fois, deux visions qui cohabitent. 5. Entre soutien et suspicion, un équilibre fragile. Dans ce type d'affaires, il existe toujours deux camps. Le premier camp dit « Il faut écouter la souffrance exprimée, sans jugement immédiat ». Le deuxième camp répond « Il faut analyser, vérifier et éviter les conclusions rapides ». Et entre les deux, il y a le grand public. Celui qui lit, qui regarde, qui commente et qui hésite. Mais ce n'est pas tout. Parce que dans le contexte camerounais, cette hésitation devient presque un sport national. On observe, on compare, on recoupe, et surtout on commente. Toujours. 6. Satire camerounaise. Quand tout devient analyse nationale. Dans les taxis, dans les maquis, dans les marchés, la situation est souvent résumée avec une touche d'humour très locale. Un jeune peut dire « Chez nous ici, même les problèmes doivent avoir deux versions, version officielle et version WhatsApp. » Et tout le monde rit. Mais ce rire cache une vérité sociale. La circulation rapide de l'information transforme tout en débat permanent. Un autre ajoute « Avant, les anciens disaient « on va attendre les nouvelles ». Aujourd'hui, c'est « on va checker les réseaux ». Point. Et ce glissement est fondamental. Parce qu'il montre que la source principale d'information a changé. Mais ce n'est pas tout. 7. La logique camerounaise, entre intuition et expérience. Au Cameroun, les gens ne se contentent pas d'écouter. Ils interprètent. Et souvent, ils utilisent leur expérience personnelle comme grille de lecture.
C'est pour ça qu'on entend des phrases comme « Moi je connais ce genre d'histoire, ça ne se comprend pas en une journée ». Ou encore « Dans ce pays, il faut toujours attendre la suite avant de conclure ». Et cette prudence populaire est intéressante, parce qu'elle montre une forme de maturité collective face à la surinformation. Mais en même temps, elle ouvre aussi la porte à toutes les interprétations possibles. 8. Ce que les analystes retiennent vraiment. Si on met de côté les émotions, les réseaux sociaux et les réactions populaires, plusieurs analystes médiatiques retiennent 3 éléments principaux. 1. Une expression personnelle très intense, qui reflète un état émotionnel fort, quel qu'en soit le contexte. 2. Une amplification numérique immédiate, qui transforme un message individuel en débat public. 3. Une lecture sociale polarisée, entre empathie, prudence et scepticisme. Et c'est la combinaison de ces 3 éléments qui crée la tension actuelle. Mais ce n'est pas tout. 9. La grande question qui divise. Au final, une question reste au centre de tout le débat. Est-ce que nous assistons simplement à une expression personnelle amplifiée par les réseaux sociaux? Ou est-ce que nous sommes face à une situation plus complexe que le public ne perçoit pas entièrement? Et cette question, personne ne peut y répondre avec certitude à ce stade. 10. Transition vers la suite. Et c'est précisément pour ça que cette affaire continue de captiver. Parce que plus on essaie de comprendre, plus de nouvelles lectures apparaissent. Et comme on dit souvent dans les débats camerounais, quand une histoire commence à avoir trop d'interprétations, c'est qu'elle n'est pas encore finie. Mais ce n'est que le début. Et dans la suite, on va voir pourquoi cette affaire pourrait encore évoluer de manière totalement inattendue. Et surtout, pourquoi tout le monde n'a peut-être pas encore toutes les pièces du puzzle. Et n'oubliez pas de vous abonner à Emma Décrypte, parce que la suite risque de changer encore une fois votre manière de voir cette histoire. Partie 4. La lecture camerounaise, entre satire, doute et réalité du terrain. Au Cameroun, une histoire ne reste jamais une simple histoire. Dès qu'un sujet touche de près ou de loin une personnalité connue, surtout quand il y a émotion, réseaux sociaux et accusations, la rue se transforme immédiatement en tribunal populaire, en salle d'analyse, et parfois même en plateau de comédie improvisée. Et dans cette affaire, la réaction est exactement la même. Parce que les Camerounais ne regardent pas seulement les faits. Ils regardent aussi le contexte, le timing, les mots utilisés, et même le ton des publications. Et déjà, dans les quartiers, ça commente fort. Très fort même. Ici on ne sait plus ce qui est story, ce qui est drame, ce qui est stratégie. Dans les taxis, on entend des conversations qui commencent doucement, puis montent vite en tension. Un chauffeur lance. Donc aujourd'hui même, on peut dire qu'on est torturé sur TikTok maintenant. Et derrière, un passager répond sans même lever la tête. Mon frère, dans ce monde-là, chacun a sa caméra et son scénario. Et tout le monde rit, mais un rire mélangé à une forme de confusion. Parce que ce que beaucoup disent en filigrane, c'est simple. Les réseaux sociaux ont changé la manière dont on raconte la souffrance. Avant, il fallait des preuves, des démarches, des institutions. Aujourd'hui, il suffit d'un téléphone, d'une story et d'un message fort. Mais ce n'est pas tout. Dans les quartiers populaires, certains vont encore plus loin dans l'analyse satirique. Chez nous ici, même les problèmes ont maintenant des abonnés et des likes. Et ça, c'est une phrase qui fait rire, mais qui fait réfléchir aussi. Quand une affaire prend l'ascenseur des réseaux sociaux. Dans la lecture camerounaise, il existe une règle non écrite. Plus une affaire est émotionnelle, plus elle devient virale. Plus elle est virale, plus elle devient suspecte pour certains. Et plus elle devient suspecte, plus les débats deviennent interminables. Et dans cette logique, chacun devient expert. Le taximan devient analyste politique. Le vendeur de pain devient psychologue médiatique. Le voisin devient spécialiste des relations internationales. Et tout le monde a une théorie. Mais ce n'est pas tout. Dans certains cercles, on entend une phrase qui revient souvent. Dans ce pays, il faut toujours séparer émotion et réalité. Parce que beaucoup de Camerounais ont appris, parfois par expérience, que les réseaux sociaux peuvent amplifier, transformer, exagérer ou simplifier des situations complexes. Et c'est exactement là que le débat devient explosif. Entre compassion et suspicion, le cœur camerounais hésite. Dans la rue, il n'y a pas une seule lecture. Il y a 2 grandes tendances. D'un côté, ceux qui disent « Même si c'est compliqué, il faut écouter la détresse humaine ». Et ces voix-là sont souvent calmes, posées, prudentes. De l'autre côté, il y a ceux qui disent « Attention, tout ce qui est dit sur Internet n'est pas toujours linéaire ». Et ceux-là analysent, recoupent, questionnent chaque détail.
Et c'est là que le Cameroun devient intéressant. Parce que les deux camps coexistent dans la même conversation, parfois même dans la même famille. À table le soir, un parent peut dire « Moi je pense qu'il y a souffrance ». Et l'autre répond immédiatement « Non, il faut analyser calmement, ce n'est pas si simple ». Et bam, débat familial garanti. Mais ce n'est pas tout. Le camerounais est l'art de lire entre les lignes. Au Cameroun, on ne lit jamais seulement ce qui est écrit. On lit aussi ce qui n'est pas écrit. Une phrase devient une énigme. Un mot devient un symbole. Un silence devient une interprétation. Et dans cette affaire, certains disent « Il y a trop de bruit dans cette histoire ». D'autres répondent « Justement, c'est quand il y a trop de bruit qu'il faut écouter autrement ». Et voilà, on est déjà dans une lecture à plusieurs niveaux. Mais ce n'est pas tout. Dans les conversations populaires, il y a aussi une forme de satire très camerounaise. Chez nous, même les drames ont des saisons. Cette phrase, dite avec humour, résume une réalité. Les affaires publiques arrivent souvent par vagues, saturent l'espace médiatique, puis disparaissent, jusqu'à la prochaine. Quand le grave et le drôle cohabitent. Ce qui est particulier dans la réaction camerounaise, c'est ce mélange permanent entre sérieux et ironie. On peut entendre quelqu'un dire une chose très sérieuse, puis terminer avec une blague. Par exemple, il faut prier pour la situation, mais aussi surveiller Twitter, on ne sait jamais. Et tout le monde rigole. Mais derrière ce rire, il y a une lucidité sociale. Les réseaux sociaux sont devenus un espace où tout peut basculer en quelques heures. Et dans ce contexte, les Camerounais ont développé une forme de défense psychologique. L'humour. L'humour pour comprendre. L'humour pour relativiser. L'humour pour survivre à la surcharge d'informations. Mais ce n'est pas tout. Le regard du peuple. Entre scepticisme et humanité. Dans les marchés, une vendeuse de tomates peut dire « Moi je ne connais pas toute l'histoire, mais si quelqu'un souffre, ça fait mal quand même. » Et 2 mètres plus loin, un autre ajoute « Mais attention aussi, Internet aime beaucoup transformer les choses. » Et voilà le Cameroun résumé en 2 phrases contradictoires, mais complémentaires. Parce que oui, le peuple doute. Mais le peuple écoute aussi. Il juge, mais il compatit aussi. Et surtout, il observe. Silencieusement parfois. Intensément toujours. Et dans tout ça, une question qui reste suspendue. Au milieu de tout ce bruit, de toutes ces lectures, de toutes ces interprétations. Une question reste sans réponse claire. Où se trouve exactement la vérité dans une histoire racontée à travers les réseaux sociaux, les émotions et les réactions publiques? Et c'est peut-être ça, le véritable cœur du sujet. Pas seulement ce qui est dit, mais comment c'est perçu, transformé et amplifié. Et n'oubliez jamais, abonnez-vous à Emma Décrypte, parce que dans les prochaines parties, on va encore aller plus loin. Là où les apparences commencent à se fissurer et où les vraies lectures apparaissent. Partie 5. Ce qui pourrait se passer ensuite. 3 scénarios possibles. À ce stade, il est impossible de prédire l'avenir avec certitude. Mais on peut envisager plusieurs scénarios. Premier scénario, l'apaisement progressif. Dans ce cas, la situation pourrait évoluer vers une prise de recul, un retour au calme et une gestion plus privée de la situation. Les réseaux sociaux perdraient progressivement en intensité. Deuxième scénario, l'amplification médiatique. Ici, l'affaire continuerait à prendre de l'ampleur, alimentée par les réseaux sociaux, les commentaires et les interprétations multiples. Chaque nouvelle publication deviendrait un événement. Et ce n'est pas tout. Troisième scénario, l'intervention institutionnelle ou médiatique. Dans certaines situations similaires, des proches, des conseillers ou des acteurs institutionnels peuvent être amenés à intervenir pour clarifier, apaiser ou recadrer la communication publique. Mais attention, aucun de ces scénarios n'est garanti. Car les dynamiques émotionnelles sur les réseaux sociaux évoluent très vite, parfois de manière imprévisible. Et c'est précisément ce qui rend cette affaire aussi suivie. Conclusion. Une histoire qui dépasse les mots. Au fond, cette affaire ne parle pas seulement d'une personne, ni seulement de réseaux sociaux. Elle parle aussi de notre époque. Une époque où les émotions deviennent publiques en quelques secondes. Où les déclarations personnelles deviennent des débats nationaux. Où la frontière entre intime et public disparaît progressivement. Mais une question reste suspendue. Est-ce que nous sommes face à une crise individuelle exposée au grand jour? Ou face à un exemple de plus de la manière dont les réseaux sociaux amplifient tout, jusqu'à l'excès? Et vous, qu'en pensez-vous? Sommes-nous en train d'assister à un simple épisode émotionnel amplifié par Internet, ou à quelque chose de plus profond que nous ne comprenons pas encore totalement? Et n'oubliez pas de vous abonner à Emma Décrypte, parce que derrière chaque histoire, il y a toujours une autre lecture. Et souvent,
La vraie histoire n'est jamais celle qu'on croit voir au premier regard.